Et pour cette première table ronde, j'ai l'honneur d'accueillir 3 invités de marque. Bonjour Benoît, Salut Marcel, ça va? et toi? Bah écoute, ça va, ça fait déjà quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Mais effectivement, trop longtemps. Déjà, tu étais avec, je crois, un certain Renaud pour la dernière table ronde, je crois que c'était décembre. Tout à fait. Bon, Pas trop stressé? Non, ça va. Dernier choc des titans en plus. Bah oui, Bah oui, aussi. fait. C'est un habitué, on va dire, tout à de fait. ces Je suis un tables rondes. habitué. Salut Yannick, Hello. tu vas bien? Bah écoute, très bien. Est-ce que tu peux te présenter aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément? Tout à fait. Donc moi, je suis Yannick Comborieux, je suis le directeur du Product Management sur SNCF Connect, une application dont vous avez probablement entendu parler. Eh ben, bienvenue Yannick. Merci. Et Tess, bonjour Tess, Salut. pas trop stressé? Non, très content d'être là. Première aussi. Ouais, première. Est-ce que tu peux te présenter aussi en quelques mots? Ouais, donc moi je m'appelle Tess et je suis CPTO chez Phoenix, donc je crois qu'il y a une table ronde sur le sujet aussi. Je crois. J'ai 2 casquettes, produits et tech, chez Phoenix. Ok, bah écoute, trop Classe. bien. Et Benoît aussi, parce que je crois que tu as fait un petit move depuis décembre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait un petit move, effectivement, j'ai rejoint l'Uni. Donc l'Uni, c'est en tant que CPO. Et l'Uni, c'est une entreprise qui met l'imaginaire des enfants au centre de leur apprentissage. Et on a un produit phare qui s'appelle la Fabrique à Histoire, que les parents connaissent certainement. Et donc je suis extrêmement chanceux d'avoir rejoint l'Uni en tant que CPO, parce que c'est un produit que j'adore, que ma fille a depuis 5 ans. Et donc c'est pas tous les jours qu'on peut travailler sur un produit qu'on utilise tous les jours. Ceci dit, c'est notre cas un peu à tous ici. Je crois qu'il y a pas mal de parents qui me disaient, qui rêvaient de travailler justement sur l'Uni, parce que ils avaient justement cette fabrique à histoire qu'ils utilisaient pour leurs enfants, du coup, ce qui est plutôt pas trop mal. C'est Et super cool. justement, on parlait d'écosystème, justement de produits éco-responsables, les enjeux de demain. Mais avant de parler de demain, donc il faut parler déjà du présent. Et donc dans tout produit, normalement, on commence par itérer. Et sur itérer, normalement, on commence par analyser de la donnée. Comment est-ce que vous faites pour déjà, est-ce qu'on peut déjà voir la donnée sur est-ce qu'on peut voir la donnée sur tout ce qui est éco-responsable en termes de données produits, données tech, sur du green actuellement ou pas du tout? Est-ce que vous le faites sur vos entreprises actuellement ou pas du tout? Oui, alors on le fait. Alors, je pense que c'est une donnée qui est un peu moins simple, on va dire, à traquer que des métriques produits qu'on peut suivre par ailleurs sur l'audience, de la conversion, enfin des choses assez classiques. Par contre, il y a des outils qui existent et qui commencent à émerger. Alors nous, on a travaillé avec une société qui s'appelle Green Spector, qui en fait fait un audit en profondeur du code et en fait de la consommation de l'application, à la fois sur la consommation de batterie, la consommation serveur, la consommation de data, parce qu'en fait c'est ces 3 données qui font, si on prend, parce que je pense que l'éco-responsabilité c'est un peu plus large, mais si on zoome sur la consommation énergétique d'une application, donc ça c'est un outil qu'on met en place, et je pense que c'est important pour, et tu l'as dit, si on veut déployer une approche produit, il faut se fixer une ambition, il faut fixer des KPI, des OKR, et il faut les suivre. Et donc pour les suivre, il faut des outils. Il y en a qui émergent, donc j'en ai cité un, il y en a probablement d'autres. Et après, il y a des outils plus bas niveau. On a fait un hackathon la semaine dernière, il y a une équipe qui avait poussé justement un plugin, alors un logiciel qui s'appelle Sonar, tu connais peut-être, qui est un outil d'audit, qui est un audit de code et qui permet d'aller repérer dans le code si le code est éco-friendly, entre guillemets, et de proposer des améliorations. Donc oui, il y a des outils qui commencent à émerger, oui, il faut les utiliser, parce que sinon on reste juste à l'étape d'ambition, pas très concrète. Je peux décrire un peu ce qui se passe chez Phoenix. Peut-être avant de rentrer dans le détail de la réponse, décrire un peu ce que fait Phoenix aujourd'hui. Donc la mission de la boîte, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc il y a un problème énorme, parce que je ne sais pas si les gens le savent dans l'audience, mais il y a à peu près un tiers de la nourriture qui est produite qui est jetée. Et donc quand on sait qu'il y a des gens qui meurent de faim par ailleurs dans le monde, c'est un peu aberrant. Enfin, ça reste un des problèmes les plus aberrants aujourd'hui. Et donc du coup, on a mis en place plusieurs solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On a une application mobile qui est utilisée par 3 millions d'utilisateurs en Europe. Donc on est présent en France, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, qui permet de réserver, d'acheter des paniers surprises auprès des commerçants près de chez soi. Donc ça peut aller de la boulangerie, la supérette, le restaurant.
Et par ailleurs, on a une activité historique qui est plutôt sur du B2B, où on aide les industriels, donc Danone, Coca, ou les distributeurs, donc Leclerc, Intermarché, etc., à ne pas jeter et à gérer leur surplus, notamment via du don aux associations. Donc on a une mission, on va dire sociale, parce que ça aide à redistribuer de la nourriture à des gens qui en ont besoin, et une mission aussi, on évite qu'il y ait du CO2 qui soit émis justement pour la production de ces aliments, la transformation, etc., qui soit produit pour rien, parce que ces produits-là seront jetés. Et donc nous, en termes de mesures, pour retourner à ta question, on fait deux trucs. On n'a pas encore de mesures très détaillées vraiment sur nos applications, nos services web, etc. On a plutôt une mesure assez globale. On a d'une part la mesure du CO2 qu'on sauve d'un côté, et d'autre part le CO2 qu'on émet. Donc pour le CO2 qu'on sauve, on a bossé avec un cabinet qui s'appelle iCare, qui nous a aidé avec une méthode assez précise à estimer combien on sauvait chaque année. On estime que c'est à peu près 300 000 tonnes de CO2. Donc pour vous donner un ordre de comparaison, la consommation moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Okay. Donc c'est quand même assez significatif. Et après, on a évidemment mesuré via un autre outil qui s'appelle, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Hello Carbo, je crois, qui permet de faire un diagnostic aussi sur son entreprise, combien l'entreprise émet. Donc c'est assez grosse maille. Et là aussi, on a vu qu'on émet 1500 tonnes de CO2 par an. Donc on a un rapport qui est assez favorable. En gros, pour une tonne émise, il y en a 60 qui sont créés, qui sont sauvés par ailleurs par l'entreprise, quoi. Donc nous, aujourd'hui, c'est un peu ce ratio-là qu'on regarde. Et évidemment, on a envie, dans ce que nous, on émet, de réduire un maximum. Donc notamment, un des postes, les deux principaux postes chez nous, ça va être le transport, parce que du coup, on a des associations qui viennent chercher auprès des distributeurs ou auprès des industriels de la nourriture. Donc ça, il y a du transport et des émissions de CO2 liées au transport. Et on a aussi des émissions, l'autre gros pôle d'émissions pour nous, ça va être les communications externes, notamment les mails. Okay. Donc ça, c'est un truc sur lequel on a envie de travailler aussi. Ouais. Trop cool. Et Benoît je voudrais porter une voix un petit peu différente. D'abord, il y a un élément qui est important, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que ce qui se mesure s'améliore, donc il faut toujours mettre des points de mesure, c'est la base de tout. Mais parfois, on n'a pas les moyens, dans des boîtes plus petites, de prendre les outils que tu as cités. Mais pour autant, il ne faut pas que ça devienne une excuse. Mesurer peu ou prou la consommation de la batterie d'une application mobile, ça se fait, on prend son téléphone, on regarde la batterie au départ, la batterie à l'arrivée. Regarder les consommations de ressources serveurs, ça se fait très facilement dans le cloud aujourd'hui, hein. C'est juste, il faut aller sur son interface d'administration. Pareil pour sa consommation électrique. Donc on peut faire pas mal de choses déjà, même sans avoir de moyens. Donc il ne faut pas que ça devienne une excuse de ne pas le faire. Il faut mesurer ce genre de choses quand on fait du digital. Alors moi, il se trouve que je travaille aussi sur des produits physiques, donc qui ont un impact. Nous, on a de la chance chez l'Uni, c'est que c'est vraiment au cœur de notre ADN de réduire notre impact au maximum. Donc on a une équipe développement durable qui nous aide à mettre ça au cœur de nos actions. C'est dans nos objectifs individuels, d'atteindre les certifications qu'on s'est fixées, donc nos objectifs. Et donc on met ça vraiment au centre de notre conception. Donc le but, c'est vraiment pousser aussi de la conception, alors green, j'aime pas tellement ce mot, mais de la conception responsable. Donc il faut que ça soit au centre de comment on conçoit les produits. Alors, juste, il y a une petite question de Seb le Croissant pour toi, Yannick. Quel est le nom du plugin Sonar ? Juste si tu l'as. Alors je l'ai pas, mais on pourra peut-être le donner après. C'est un plugin open source. J'ai pas retenu le. Du coup, en tout cas, il y a pas mal de personnes qui répondent dans le chat par rapport à ça. Et tu dis justement, Yannick, que c'est presque votre entreprise qui souhaite faire ça, donc d'être vraiment éco-responsable et d'avoir une éco-conception finalement. Mais pas toutes les entreprises le souhaitent. Il y en a, c'est peut-être par effet de mode ou elles ne se sentent pas obligées de le faire. Est-ce que vous pensez que pour que ça devienne un peu mainstream, comme par exemple RGPD, est-ce qu'il ne faut pas aussi des législations ? Est-ce que ça va arriver avec le temps, comme le RGPD, d'avoir en fait des législations comme le RGPD et avoir des task force? Il faut que toutes les entreprises soient compliant avec telle et telle règle pour que finalement tout le monde soit au carré avec ça. Moi, personnellement, je pense que les législations vont arriver, surtout dans le digital, qui est un peu aujourd'hui un no man's land en termes d'impact, parce qu'on
on a tendance à dire, on a remplacé beaucoup les voyages d'affaires par des conférences avec des outils de visioconférence, mais ça a aussi un impact. Je pense que ça va arriver, comme l'accessibilité des applications, qui fait aussi un peu partie de ça, de mon point de vue. Mais pour autant, il ne faut pas attendre ça. Et pourquoi ? C'est que aujourd'hui, on va parler tout à l'heure de comment on recrute les meilleurs PM. Si vous voulez recruter les meilleurs PM, il faut vous montrer engagé sur ces sujets-là. Les gens ne veulent plus travailler pour les entreprises qui n'ont pas un minimum d'impact, ou en tout cas qui ne sont pas conscients de leur impact avec une volonté de le réduire. Donc c'est simple, les entreprises qui ne vont pas jouer le jeu d'elles-mêmes n'arriveront plus à recruter bientôt. C'est peut-être même déjà le cas. Est-ce que... Ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que nous on a beaucoup de gens engagés chez Phoenix et c'est un des facteurs principaux de pourquoi on est attractif en tant que recruteur. Après, moi je crois beaucoup aussi à la législation. Enfin, je pense que c'est important. Nous, notamment, concrètement en France, il y a la loi Garot depuis 2016 qui dit que les professionnels de la distribution et les industriels n'ont pas le droit de jeter les produits qui sont encore consommables. Et ils ont pour obligation aussi de mettre en place une convention de partenariat avec une association. Donc concrètement, nous, notre business, il est quand même adossé à cette législation. Et clairement, on voit qu'en Europe aussi, de plus en plus, les lois suivent un peu ce sens-là, quoi. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que clairement, on n'avancerait pas aussi vite que ce qu'on fait aujourd'hui si on n'avait pas même si je pense qu'il y a un éveil des consciences assez global, ça avancerait clairement pas aussi vite s'il n'y avait pas la législation. Donc c'est bien de s'éveiller, etc. Mais c'est encore mieux si on peut avoir s'appuyer sur des lois. Même pour les grandes entreprises, peut-être qui sont moins éveillées. Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Enfin, c'est important. Effectivement, les gens aujourd'hui qu'on recrute, ils cherchent au-delà d'un poste, ils cherchent une mission, ils veulent se retrouver dans les valeurs de l'entreprise. Et pour le coup, ces valeurs d'éco-responsabilité, c'est plutôt des belles valeurs. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on peut fidéliser les talents. Et sur la législation, oui, ça va arriver. Après, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a beaucoup considéré la pollution, la dégradation de l'écologie par les industries lourdes, par le transport, etc. Mais on voit aussi que le numérique, ça prend une part de plus en plus importante. Je voyais un chiffre, je crois qu'il y a 10 à 15% de la consommation énergétique qui est consommée par le numérique. Alors si on prend toute la chaîne de valeur, depuis les terminaux, les serveurs, etc. Et donc en fait, ça commence à prendre une part super importante. Ça prend une part importante dans la conscience des gens. Et après, sur la législation, il y a déjà des projets qui sont en cours de discussion et ça va arriver. Et si on reprend un RGPD, c'est quelque chose, je pense, pour certaines boîtes, c'était un peu dur parce que celles qui n'étaient pas du tout compliant, et ben, comme tu dis, c'était mode task force, il faut absolument qu'on soit compliant. Donc plus on anticipe, plus on sera serein au moment où la loi va tomber, il faudra obtempérer, entre guillemets. On a justement une question dans le chat de Linksize qui demande quelles sont les certifications les plus pertinentes selon vous, parce que nous, chez Weevoo, on a commencé un petit peu à regarder les certifications. Il y en a qui sont vraiment de la sensibilisation pour voir ce que c'est un petit peu l'éco-responsabilité, mais c'est vraiment très light. Est-ce qu'il y a des certifications que vous recommandez ou que vous avez peut-être vues qui sont peut-être pertinentes, en tout cas sur le domaine du numérique ? Alors moi je l'ai cité sur la première question, on a la société dont je parlais, la Green Spector, qui délivre un label. Okay. Alors après je pense que le marché il n'est pas encore super structuré, c'est pas comme sur l'accessibilité où on a un certain nombre de critères qui s'appliquent à tous. Donc là il y a des initiatives qui se lancent. Donc après, moi j'ai envie de dire, il y aura probablement un label un peu universel qui s'appliquera à tous. En attendant, l'important c'est juste de regarder ce qu'on fait, d'aller. Je ne sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est de se fixer un point de mesure et puis de le mesurer progressivement dans le temps et de voir où on va. Chez l'Uni, on a un label qui s'appelle Lucie, qui est un organisme qui vérifie, qui vient auditer nos engagements. Maintenant, pour moi, le label n'est pas forcément la panacée. C'est-à-dire que ce qui est important, et c'est très facile à faire, un blog post en disant voilà, on en est là, et voilà où on veut aller, et un an plus tard, dire voilà ce qu'on a fait, suffit à montrer
qu'on avance sur ces sujets-là et qu'on veut réduire son impact. Je pense que là, c'était plus que le label, c'était des formations ou des choses qui te permettent vraiment d'avancer, de progresser sur ce domaine-là en termes de compétences que la personne voulait dire. Est-ce qu'il y a des formations vraiment pertinentes ou même de la documentation où là, plus tout le monde est en train de tâtonner et tire vers du lean parce que là, j'ai l'impression que le green, c'est du vrai lean tiré à l'extrême. On essaie de réduire les coûts de manière drastique. Par exemple, en termes de technologie, c'est diminuer tes API ou tu vois, ta taille d'API ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses plus poussées que Moi, ça personnellement, j'en connais pas. Ok. Mais déjà, il y a du contenu à plus savoir qu'en faire sur le web. C'est très facile à trouver. Il suffit d'aller sur les sites où on parle product management versus éco-responsabilité. Donc, c'est facile à trouver. Et puis, de mon point de vue, c'est du bon sens. C'est-à-dire que il faut partir du principe que les ressources ne sont pas illimitées. Donc, effectivement, quand on est dans les services de cloud, on a l'impression que c'est illimité parce qu'on peut envoyer autant de données, recevoir autant de données qu'on veut. Mais pour autant, en fait, il faut considérer qu'on est dans un monde où la ressource n'est pas illimitée. Et donc, il faut la traiter avec parcimonie. Donc, on parle des charges serveurs, des données échangées, des interfaces, la consommation de la batterie. Et donc, à partir du moment où on met ça dans sa matrice de conception, on va dire, tiens, je vais faire une feature, par contre, je vais peut-être la faire moins gourmande que prévu. Alors, si je fais un endpoint API, je vais essayer de faire en sorte qu'on demande le moins d'informations possible pour consommer le moins. Et Seb de Le Croissant qui pose une question. Comment gérez-vous la schizophrénie, plus d'usage versus plus responsable? Dans le fond, les PM ont un rôle important et en évidant les features juste pour avoir plus de users. Donc, en gros, en fait, on veut toujours avoir plus d'usage avec Twitter qui scroll l'infini, des choses comme ça. Et en même temps, on veut avoir quelque chose de plus responsable. Comment est-ce qu'on fait pour... et c'est... Parce que moi, j'avais une question, c'est en même temps, le business veut toujours avoir plus. Donc, qui dit plus, généralement, c'est plus de features. On essaie de consommer plus. Et en même temps, on veut quelque chose de plus responsable. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? En tout cas, pour nous, la chance qu'on a, c'est que plus d'usage, ça veut dire plus de redistribution et moins de CO2. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est quand même pas mal, quoi. C'est nous, on est très content d'avoir plus d'usage parce que ça veut dire que vraiment, on a un impact encore plus fort et positif sur la planète. Donc ça, c'est assez chouette. Après, le truc qu'on fait pour pas que non plus notre impact à nous, Phoenix, explose, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment surtout une histoire de bon sens. Donc moi, pareil, j'ai pas identifié de certification précise. En revanche, nous, souvent, ça va être aussi aligné sur un rationnel économique. En fait, les coûts de serveur, c'est un coût important. Donc, en fait, on a tout intérêt, d'un point de vue économique, à réduire les coûts de serveur et d'un point de vue écologique aussi à réduire les coûts de serveur, quoi. Donc, nous, c'est un truc sur lequel on a beaucoup bossé, surtout sur notre application mobile, parce qu'on a plusieurs millions d'utilisateurs, donc ça génère quand même un trafic important. Et on a beaucoup investi justement dans l'architecture de notre appli pour que ça soit hyper efficace, et notamment qu'on puisse mettre un maximum de cache sur des requêtes qui n'étaient pas faciles à cacher. Donc on a fait pas mal de R&D là-dessus. L'équipe a super bien travaillé, et du coup on arrive à absorber beaucoup de trafic avec assez peu de ressources finalement, quoi. Donc nous, ça a été ça un peu notre approche, c'est de dire il faut surtout sur notre application mobile, il faut qu'on contienne un peu la charge que ça représente côté serveur. Et côté gestionnaire de cache finalement qui absorbe tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Trop cool. Après, pour répondre à la question comment on fait, j'ai envie de dire, c'est un peu toute la toutes les contradictions, la schizophrénie que doivent avoir les PM au quotidien. C'est-à-dire que le boulot d'un PM, c'est de jongler entre des enjeux business, des enjeux tech, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on vient rajouter. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'afficher, il faut vraiment avoir une ambition assez forte et porter en interne pour se dire ce truc est aussi important finalement que les autres enjeux qu'on va pouvoir avoir par ailleurs pour que les choses soient en tête. Mais après, je rejoins ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'enjeu, on a un enjeu écologique qui est très important, mais derrière, en fait, ça tire des conséquences positives aussi pour d'autres fonctions. Et donc, on a parlé
des finances, effectivement, la direction financière est très contente qu'on optimise nos coûts de cloud et donc on consomme moins d'énergie pour faire tourner nos serveurs parce que ça fait baisser notre facture cloud. Si on fait des interfaces frugales, si on optimise nos appels, on va aussi avoir des parcours qui vont être plus fluides. Et donc derrière, ça va se traduire en satisfaction client. Donc en fait, c'est ce truc qu'on voit sous un prisme éco-responsable. Derrière, ça irrigue positivement sur d'autres métriques dans l'entreprise. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire comme travail, c'est expliquer que même si c'est très important, l'enjeu n'est pas seulement un enjeu éco-responsable, mais derrière qu'il y a d'autres enjeux, que ça tire d'autres gains. Il y a un élément qui est assez intéressant dans la question, faire plus de features pour faire venir plus de gens, à mon avis, c'est plutôt une mauvaise idée. Ça marche rarement. Ça marche rarement. Donc oui, on est dans un environnement socio-économique dans les entreprises, donc il faut faire tourner les entreprises. D'ailleurs, ça fait partie du développement durable. Il faut bien qu'on ait des emplois. Aussi, nous en tant que personnes, donc il faut des entreprises pour porter ces emplois. Mais la consommation de ressources et l'impact, c'est aussi une question de ratio. C'est comment j'essaye, moi, pour chacun de mes utilisateurs, de réduire son impact avec mon service. C'est pas forcément sur le nombre d'utilisateurs. En revanche, c'est pareil pour les features. Pourquoi rajouter des tonnes de features qui elles-mêmes vont avoir un impact si en fait, peu ou prou, les gens ne les utiliseront pas? Une vraie question. Et ça, c'est. On a une autre session après pour parler de ça. Je sais qu'on veut faire des drops de mic. Après, le micro est là-dedans sur on sur peut la pas le table. dropper celui-là. Et est-ce que vous pensez que c'est au produit de garantir en fait cette éco-responsabilité parce qu'il y a la tech, est-ce que c'est pas un devoir d'entreprise, est-ce que c'est plus haut, finalement est-ce qu'il faut un référent, est-ce que c'est tout un chacun de garantir ça? C'est à qui? C'est un peu la réponse à ta question. Donc non, c'est un truc c'est quelque chose de plus global. Et donc vous avez un département de développement durable. Nous, on a des personnes en charge de la RSE. Et donc en fait, ça s'inscrit dans un programme plus global d'entreprise, à la fois sur la mission, sur le produit, on en a et la tech, on en a déjà largement parlé. Je pense qu'on a abordé un peu les deux, mais derrière c'est comment on aménage nos locaux, c'est quoi les éco-gestes qu'on fait au quotidien, est-ce qu'on a des incentives pour que les gens viennent à vélo. Enfin, c'est toute la politique RSE un peu plus globale de la boîte. Et oui, il faut que ce soit quelque chose de porté par l'ensemble de l'entreprise. Ne serait-ce que aussi parce qu'en tant que produit, on doit aussi porter des arbitrages vis-à-vis du réseau de l'entreprise. Et donc, on va devoir aussi dire, je ne fais pas telle feature, désolé monsieur business, mais je vais plutôt investir un peu d'énergie pour traiter un autre sujet plutôt lié à l'éco-responsabilité. De mon point de vue, les PM doivent être militants. Quand tu es au centre de la conception des outils numériques et dans mon cas aussi physique, tu te dois d'être militant sur ces thématiques-là, et si elles ne sont pas portées par un département, parce qu'il n'y a finalement pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se permettre ce qu'on se permet nous, soyez militants, parce qu'il n'y a pas, comme on est cet engrenage entre la tech, le business, etc., si nous, on n'est pas militants, personne ne va l'être à notre place. Donc c'est exactement ce que tu dis, hein, on se doit de porter ces thématiques-là, et c'est à nous de faire ces arbitrages-là et les porter haut et fort. Et je vais vous poser justement une dernière question qui vient du chat de Sedleg. Est-ce que la RSE ou le département développement durable sont impliqués en tant que stakeholder dans les échanges produits, au même titre que le marketing par exemple? Pour vous? C'est le cas chez moi, effectivement, puisque les équipes développement durable sont garants de l'avancement global des sujets. Quand on fait de l'éco-conception de produits physiques et digitaux, ça commence souvent par les aspects développement durable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir à l'impact de ce qu'on va faire une fois que c'est fait. Il faut y réfléchir avant. Que ce soit en fait dans notre definition of ready, vraiment dans la conception, vraiment au tout début. Exactement. Donc pour nous, ce sont des stakeholders très très importants. Tess? Nous, on n'a pas formellement ça dans nos processus de décision, de roadmap, etc. Mais après, je pense qu'on n'en a pas besoin parce que la sensibilité écologique, elle est quand même très très forte dans l'ADN de la boîte, quoi. Donc je pense qu'on n'a pas nécessité. En revanche, ça me paraît une très bonne idée pour d'autres boîtes un peu plus traditionnelles
Je pense que c'est une bonne idée, mais c'est mon humble avis. Yannick. Ouais, nous, ils sont dans notre board produit au même titre que d'autres. Après, effectivement, le truc, il se prend plus largement, il se prend à la racine aussi. Et là, ce qu'on travaille plutôt en ce moment, d'ailleurs, c'est plutôt un roadshow sur un peu de sensibilisation de l'ensemble de la boîte sur l'éco-conception et pourquoi c'est important et pourquoi on va les embêter un petit peu avec ça. Et ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Donc, la table à suivre sera Data Inspired, les doux et les don'ts, animée par Rémi. Mais en attendant, une petite vidéo sur les North Star métriques, tout simplement animée par Jean. Et c'est parti.